Bonsoir à toutes et à tous. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. En fait, la personne que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un monstre du cinéma. C'est un monument et il y a beaucoup de choses à dire sur sa carrière. Et j'ai beau avoir voulu raccourcir ou résumer mon texte, il reste quand même énormément de choses à dire. Mais comme mon but est que les descriptions vous intéressent, je vais couper cette vidéo en deux parties. Du coup, dans cette première partie, on va s'intéresser à son enfance, au début de sa longue carrière et à sa participation pendant la guerre. Et du coup, dans la deuxième partie, on va plus s'intéresser à son retour en France et donc au succès, à ses amours, à la fin de sa vie et tout ça. Et du coup, j'aimerais te poser la question qui se trouve sur le tableau derrière moi. Tu connais Jean Gabin ? Alors remontons dans le temps en date du 17 mai 1904 à Paris. C'est là que naît Jean Gabin Alexis Moncorgé. C'est le plus jeune des 4 enfants de Ferdinand Joseph Moncorgé, tenancier dans un café et comédien d'opérette, et d'une certaine Madeleine Petit, chanteuse dans un café-concert. Donc du coup, il baigne dans le spectacle depuis son enfance. Mais ses parents, pris par le travail, ont envoyé Jean et Madeleine pendant ces 10 premières années vivre dans une maison de campagne. Et il faut savoir que depuis la fenêtre de sa chambre, il avait une vue imprenable sur la gare. En 1918, il a reçu son certificat d'études primaires, mais n'étant pas un bon élève, il délaisse son lycée à Paris pour enchaîner les petits boulots. Donc il a été tout d'abord garçon de bureau à la compagnie parisienne de distribution d'électricité, cimentier dans une gare, magasinier dans un magasin d'automobile, ou encore vendeur de journaux. Et à 17 ans, il sait enfin ce qu'il veut faire plus tard. Acteur ? Loin de là. Il veut être conducteur de locomotive, dont il voit l'évolution depuis la fenêtre de sa chambre de la maison de campagne. Mais pour son père, il en est hors de question. Attends, lui et sa défunte femme étaient dans le spectacle. Et pourquoi Jean ne suivrait pas cette voie ? Donc à 18 ans, contre son gré, Ferdinand traîne Jean voir le directeur des Folies Bergères. Et il lui dit « Tiens, voici mon fiston. Il aime faire du théâtre. Tu peux l'aider ? Si t'arrives à en tirer quelque chose, t'en auras bien du mérite. » Moi j'y renonce. Sauf que 2 ans après cet événement, Jean est en âge de faire son service militaire. Il le fera dans la marine. Il sera d'abord à Lorient comme fusilier marin, puis carrément au ministère de la Marine à Paris. En 1962, après avoir fini son service militaire, il accepte enfin de devenir un artiste du music-hall et un chanteur d'opérette. Et grâce à ses petites chansonnettes, il est parti pendant 2 ans pour faire une tournée musicale. Au printemps 1828, il tente une audition pour entrer au Moulin Rouge et une chanteuse qui se faisait appeler à l'époque Miss Tinguette le remarque et lui propose de rejoindre sa troupe. Niveau carrière, on va les diviser en 3 temps. On va tout d'abord parler de ses débuts au cinéma. Ensuite, il y a un passage où il s'est réfugié aux États-Unis pour ensuite s'engager inévitablement dans la Seconde Guerre mondiale. Oui, on est obligé d'y passer, oui. Et dans un 3e et dernier temps, on va s'attaquer à son retour au succès dans le monde cinématographique. Donc Jean Moncorgé a débuté en 1828 dans quelques courts-métrages. Et bien que le cinéma parlant soit apparu en 1927 aux États-Unis avec le chanteur de jazz, il ne s'exporte en Europe qu'en 1930. Et l'arrivée de cette technologie marque un vrai tournant dans la vie de Jean parce qu'en 1930, il participe à l'un des premiers films parlants français. Le film s'appelle Chacun sa chance et il joue aux côtés de son ex-femme, Gaby Basset. C'est grâce à ce succès, et sûrement dû à son magnifique maquillage, qu'il enchaîne les tournages entre 1931 et 1933, en étant tantôt un policier dans Méphisto, un cambrioleur dans Paris-Béguin, un mécanicien, un soldat ou encore un capitaine de péniche pour le film La Belle Manière, qu'il considère d'ailleurs comme son premier grand rôle à l'écran. En 1934, il rencontre le réalisateur Julien Duvivier qui le fait tourner dans 2 films, dont un qui se nomme Golgotha, où il interprète Ponce Pilate. Mais c'est en 1935, grâce à son charisme exceptionnel, qu'il devient une véritable star du cinéma français. Son premier succès, c'est encore à Duvivier qu'il le doit, avec le rôle principal dans La Bande des Rats. Suite à ça, beaucoup de réalisateurs se l'arracheront. Du coup, en 1936, il joue dans La Belle Équipe, toujours de Duvivier, et la même année, le réalisateur Jean Renoir l'impose dans Les Bas-fonds. L'année suivante, Jean Gabin jouera pour les 2 mêmes réalisateurs dans Pépé le Mocco et La Grande Illusion. Mais il tourne également Gueule d'amour avec Mireille Balin, avec qui Jean a déjà joué dans Pépé le Mocco et Le Messager de Raymond Rouleau. En 1938, il est appelé pour jouer aux côtés de Michel Simon et Michel Morgan dans le célèbre film Quai des Brumes, où il prononce cette célèbre phrase « T'as de beaux yeux, tu sais ». Il joue dans La Bête humaine de Jean Renoir en 1938 et en 1939 dans Le Récif de Corail. Et en fin d'année 1939, bien qu'il soit mobilisé pour la marine, il obtient une permission pour jouer dans le film Remorque avec sa maîtresse d'alors, Michel Morgan. Mais nous sommes en 1939. C'est le début de la guerre. Le nord de la France, dont Paris évidemment, est occupé par les Allemands, et du coup la capitale provisoire c'est Vichy, avec le régime de Vichy et patati patata. C'est donc en octobre 1940 qu'il accompagne Michel Morgan à la gare de Marseille pour qu'elle puisse rejoindre les États-Unis. Et désirant d'y aller aussi, il va à Vichy pour obtenir une autorisation qu'il n'aura pas. Il reçoit une proposition de tournage
en faveur des Allemands. Propagande, vie. Alors bien évidemment, il refuse et décide de rejoindre les États-Unis coûte que coûte. Du coup, il franchit la frontière espagnole, va à Barcelone et là, il obtient son visa to New York. Et une fois là-bas, il franchit tout le pays pour aller se réfugier à Hollywood, où il retrouve quelques amis qui s'y sont également réfugiés comme Jean Renoir, Julien Duvivier et plein d'autres personnalités du cinéma. Après avoir appris l'anglais, il me semble nécessaire, il peut enfin commencer une carrière d'acteur aux États-Unis, avec en 1942 La péniche de l'amour. Bon, je vais pas vous cacher qu'il a eu de nombreux idylles, hein, évidemment, comme par exemple avec Ginger Rogers, Patricia Morrison entre autres. Mais en fait, la vie qu'il mène aux USA, elle l'ennuie quoi. Du coup, il décide de retourner à New York et c'est là qu'il rencontre la belle actrice germano-américaine Marlène Dietrich. Donc ils ont emménagé ensemble et elle l'aide à vivre malgré son mal du pays. Mais qu'est devenue sa carrière cinématographique ? En fait, bien qu'il soit célèbre, il intéresse de moins en moins les studios hollywoodiens, parce que comme la guerre fait rage en France, du coup les Américains n'ont pas la main mise sur les cinémas en France, et du coup sur le public habituel de Jean Gabin. Bon, il y a ça, mais on lui a aussi quand même proposé pas mal de rôles qu'il a refusés. Parce qu'en fait, comme il le disait lui-même, ça le rendait malade à l'idée qu'il pouvait potentiellement finir sa vie dans ce pays, payer cher pour faire des grimaces à l'écran, pendant qu'il y en a qui se font descendre pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et aussi parce qu'il voyait les stars américaines faire de leur mieux pour aider les soldats pendant ces temps de guerre. C'est comme ça qu'il a pris contact avec la France libre en 1942 pour tourner le film gaulliste L'Imposteur, dont le succès est mitigé. C'est enfin en avril 43 précisément, par patriotisme et donc par amour pour son pays, qu'il s'engage dans les forces navales françaises libres du général de Gaulle. Et franchement, il gérait sa maman, hein, parce qu'il a fait partie de la 2e division blindée du général Leclerc. En gros, il faisait partie de ceux qui ont libéré Paris. Sa division et du coup ces combats l'ont mené à l'un des repères d'Hitler, le fameux Nid d'Aigle. Du coup, après la guerre, il a été décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. Mais bien qu'il soit attaché à la marine, en 1945, le vieux chef de char de la France libre a catégoriquement refusé de défiler sur les Champs-Élysées avec les autres lors de la victoire. Voilà, c'est tout pour cette première partie qui est quand même complète. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo, à activer la petite cloche des notifications pour être au courant quand la deuxième partie sortira. Sur ce, je te laisse, je te dis à dimanche pour la suite de cette vidéo. Ciao!